L'arnaque boursière de l'hydrogène, c'est le sujet que l'on va étudier aujourd'hui, afin que les investisseurs ne se trompent pas sur l'objectif qui est de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Et vous verrez que sur le sujet de l'hydrogène, il y a beaucoup de questions à se poser et beaucoup de réponses que je donnerai dans cette vidéo. On aura aussi toutes les rubriques habituelles qui animent cette émission, avec vos valeurs en fin d'émission ainsi que la pédagogie. Et puis on commencera par une partie macroéconomique, on fera un petit tour sur les taux d'intérêt qui monte très fort depuis quelques jours, et puis aussi sur les indices qui commencent à nous faire des signes assez inquiétants. Voilà, c'est parti pour le 15e épisode de l'hebdo de Ricardo, et c'est juste après le générique. C'est parti. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. En ce qui me concerne, moi j'essaye. Je vous cache pas que la chaîne YouTube elle marche très fort, mais c'est très sympa de votre part et je vous remercie encore tous pour votre fidélité et puis pour les nouveaux abonnés qui arrivent continuellement sur la chaîne. Par contre, ce que je vous propose, et ça va être un petit peu original, mais voilà, j'ai l'intention de changer quelque chose dans la construction un petit peu de la chaîne. Et je vous invite à commenter dans les commentaires, de me donner toutes les idées que vous auriez fait, que vous pensez un peu meilleures, qui pourraient améliorer cette chaîne. Certains me disent que effectivement l'émission de vendredi est un peu trop longue par rapport à certains formats qui sont faits ailleurs. Ça s'entend et ils ont parfaitement raison de me le dire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui ont d'expérience aussi qui pourront m'aider un petit peu à améliorer les choses. Moi, je suis très dans l'interaction, donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire. Ce sera tant que c'est bienveillant, tout va bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous feriez à ma place si vous aviez tous les moyens du monde, ce qui n'est pas le cas, et notamment le temps. Voilà. En tout cas, j'essaye de faire du mieux que je peux. Et si vous êtes toujours aussi intéressé par le contenu que je donne, ben écoutez, je vous invite vraiment à aller vous abonner, à mettre des pouces, à partager sur vos réseaux sociaux le lien de la vidéo, de telle manière à ce que les gens découvrent ces contenus que j'essaye de faire le plus qualitatif possible. Allez, il y a beaucoup de choses encore aujourd'hui dans cette émission de début juillet, puisque il y a pas mal de choses qui sont passées cette semaine, et on va avoir un sommaire assez intéressant sur beaucoup de thèmes. Et on va commencer par la macroéconomie, où on va avoir pas mal de choses sur les PMI sur cette semaine, et puis aussi sur l'emploi américain. On voit que l'économie américaine est toujours aussi costaud, et on verra que ça a des impacts quand même sur une chose, puisque on a quand même des taux d'intérêt qui commencent à vraiment être inquiétants et qui repartent, en tout cas qui ne baissent pas, les taux d'intérêt de 10 ans notamment. Et vous allez voir qu'on va faire un petit laïus sur les taux d'intérêt qui sera qui peut nous inquiéter sur le futur, mais on n'en est pas là. En tout cas, les marchés, eux, commencent à réagir face à ça. Il faut savoir que les taux d'intérêt, c'est très important, et les marchés réagissent. On verra ça dans la partie indicielle. On verra que, notamment sur l'Europe, ça a été une semaine compliquée, et que la saisonnalité n'est pas avec nous. On verra que, ça fait quelques semaines que je vous le dis, mais le Selling May Go Away, il est clairement évident, il est statistiquement présent, et on en train encore de le vivre actuellement sur les marchés financiers. On enchaînera ensuite avec la partie qui vous intéresse peut-être le plus, en tout cas celle qui est la plus suivie. Ce sont les actions sur lesquelles je donne mon avis, en tout cas mon avis fondamental et technique. C'est vos valeurs, c'est l'analyse de vos valeurs, et ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. Et on terminera avec la pédago de Ricardo, où on fera un peu de pédagogie, et notamment sur une demande que Jean m'a faite sur des sites à trouver, en tout cas pour synthétiser un peu plus toutes les informations qu'il va chercher chez chaque société. Et il faut savoir qu'il y a des choses intéressantes sur la toile pour pouvoir aller un peu plus vite. Voilà, donc c'est tout l'enjeu de cette émission, c'était de tout concaténer en un temps record. C'est pas toujours facile. Je m'excuse par avance parce que je sais que, alors j'enregistre cette partie-là après toutes les autres, et à vrai dire, je vous cache pas qu'il y a des moments où je suis un peu fatigué. Va falloir que je me repose. Moi aussi, l'été arrive et ça va me faire du bien. Je vous dis juste, avant de démarrer cette émission, que l'on va faire un spécial la semaine prochaine. On fera un spécial, ce sera feu d'artifice, puisqu'on aura les pépites que j'analyserai toutes au niveau graphique, et puis je ferai un petit point fondamental, de telle manière à ce que... Et on fera des arbitrages, on va peut-être rentrer un petit quelque chose dedans, de telle manière à ce que vous ayez un week-end du 14 juillet riche, avec beaucoup de choses qui vous intéresseront en termes d'investissement, de trading, etc. Les pépites à trader de Ricardo, c'est encore des valeurs qui sont toujours intéressantes, même si je crois, et on regardera ça ensemble, je crois que le Nasdaq est passé au-dessus de l'indice des pépites.
Alors, il faut voir comment elle est montée. Et nous, en Europe, on a été un petit peu plombé, mais il y a des raisons. Et en tout cas, sur les pépites que je vous ai proposées, il y en a une notamment qui a fortement baissé et qui pesait très lourd dans l'indice et qui fait que l'indice n'a pas monté comme on aurait espéré. Mais il y avait pas mal de choses à faire. Vous verrez que ce sont des dossiers qui resteront globalement très intéressants. On fera des arbitrages. J'ai bien envie de rentrer une française, mais je me tâte encore. J'ai encore une semaine pour y réfléchir. Allez, c'est parti pour la vidéo. On attaque avec la macroéconomie. Il y a eu pas mal de choses cette semaine. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti avec lundi où nous avons les chiffres des PMI en Europe qui nous ont permis de voir que bon, la situation n'est pas très bonne, mais pas non plus catastrophique au niveau des indicateurs avancés. Donc les PMI, je rappelle que c'est les indicateurs qui donnent une synthèse des décisions des acheteurs dans les industries, c'est-à-dire manufacturières dans le cas où on voit ici sur le lundi. Donc à partir de ce moment-là, vous avez, en fonction de ce que les acheteurs font dans les industries, on voit la tendance qui va arriver dans le futur. Évidemment, eux sont en amont du processus industriel. Voilà, donc on a des chiffres qui sont négatifs, puisque on est en dessous de 50. En dessous de 50, ça veut dire qu'on est plutôt dans un caractère, je dirais, restrictif, ça diminue. Mais les chiffres s'aggravent pas tant que ça, si on regarde bien de près, puisque on était à 46,9 par exemple sur les US, on est à 46, on avait prévu un 47. Bon, ça tarde à redémarrer, mais c'est pas non plus extraordinairement gravissime. Pour moi, la problématique, elle est pas là actuellement dans ce qui est en train de se passer sur les marchés depuis à peu près depuis jeudi. Voilà. Ensuite, on a mercredi la France qui a sorti ses PMI services qui sont à peu près équis, qui sont légèrement baissiers, mais qui sont pas non plus une catastrophe. On est plutôt baissier. C'est plutôt les minutes de la Fed qui ont provoqué un peu de remous sur les marchés. Alors les minutes de la Fed, c'est quoi? C'est le compte rendu, de la réunion du FOMC. Donc en gros, il y a un discours qui est tenu et après il y a un compte rendu écrit qui est délivré un peu plus tard. Ce que je comprends pas, c'est que c'est exactement ce que Powell a dit, qui est écrit dedans, mais le marché a pas dû le croire, ou je sais pas. Bref, ils disent qu'ils vont monter les taux et du coup le marché vient de réagir. Donc ça veut dire que le marché considère que les taux d'intérêt qui sont actuellement dits par Powell vont vraiment être exécutés selon le cadre qui a été établi par celui-ci, et ils y croyaient pas avant. Donc ça arrive souvent que le marché réagisse à contre-coup par rapport à ça. Ça me surprend un peu. Je vous cache pas, moi je trouve très complaisant. Vous savez que c'est maintenant la 3e émission où je vous dis méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Évidemment, je souhaite de mal à personne, mais bon, à un moment donné, je connais aussi les marchés, je sais un peu comment ils réagissent. Je me trompe aussi, mais là, je pense que le marché est en train de se dire, bon, on va peut-être pricer un petit peu quand même une récession économique, même si elle est faible, avec des taux d'intérêt élevés, car c'est le scénario noir de la stagflation. Dans laquelle on est déjà, à mon goût. Voilà, donc on verra bien, et je suis sûr que ça se détendra quand on aura les chiffres de l'inflation qui diront que ça baisse. Mais pour l'instant, le marché a décidé d'aller corriger, et on va pas aller contre lui. C'est la plus grande erreur que font les gens, c'est d'aller contre le marché. Voilà, donc jeudi, des chiffres en bascule jeudi, à vrai dire, sur des PMI, des indicateurs avancés qui sont finalement globalement pas extraordinaires. On bascule jeudi vers les chiffres de la création d'emplois. Donc là, moi j'enregistre vendredi matin, et on a une stat cet après-midi qui est encore très intéressante et très importante, et qui méritera un update s'il y a un élément important. Le premier chiffre qui est sorti, c'est l'enquête ADP que vous voyez ici, qui sort à 497 000 création d'emplois au lieu de 228 000 prévus, donc c'est très au-dessus de ce qui était prévu, et très au-dessus de ce qu'il y a eu avant. Donc on pensait à une baisse, et finalement c'est pas le cas, mais je répète que l'enquête ADP c'est pas l'enquête la plus fiable, même s'ils sont en train de revoir un peu leur façon de faire. Bon, on verra bien, mais généralement le NFP, le NFP de cet après-midi va modérer les choses. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont toujours, je dirais, plutôt faibles, donc ça corrobore un petit peu côté création d'emplois importante, et puis peu de chômeurs.
Toujours une petite crisounette sans chômeur, hein, comme je dis toujours. Et puis on a eu deux trois éléments qui sont ressortis, je dirais positifs, mais qui donnent envie au taux d'intérêt de monter. C'est l'indice des PMI non manufacturiers de l'ISM qui ressortent à 53,9 contre 51 prévus, et on a un historique à la stat précédente à 50,3. Ça veut dire que globalement, ça, dans les services, ça cartonne, quoi. Hein. On voit que le PMI classique ici est à 54,4, prévu 54,1, et on sort de 54,9. On est au-dessus de 50, on est en expansion. Donc aux États-Unis, je dirais qu'il n'y a pas de problème sur le sujet-là. C'est vraiment le manufacturier qui pose un problème. C'est tout à fait normal puisqu'il y a une inflation sur les produits. Les services, ça continue à monter. Donc, réaction des marchés qui a été assez dure, effectivement jeudi, hein, avec une hausse de taux généralisée. C'est que tout simplement aujourd'hui, on commence à croire vraiment que les taux n'ont pas terminé de monter. À partir de ce moment-là, il y a un emballement et il n'y a jamais eu une baisse des taux à 10 ans sur les marchés. Je vous le dis quand même, nos pays sont surendettés. Je vous laisse voir la suite des événements si ça continue dans les 2 ans qui suivent. Et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter pour l'instant. Donc on aura une agressivité des banques centrales par rapport à ça, qui fait que très naturellement, très simplement, nous allons avoir un souci dans le futur sur les rollovers de dette qui mettront au tapis beaucoup de monde, beaucoup de sociétés, et évidemment les plus fragiles, donc les marchés risquent de tirer vers le bas, et je sens que le marché est en train de pricer ça dans le mouvement qu'on a vécu, et qui pour moi n'est que le début, et ce sera peut-être un été un petit peu difficile, voire un été meurtrier, mais ça on verra bien, puisque c'est le titre de beaucoup de gens, de ce qu'ils racontent aujourd'hui sur les réseaux, mais effectivement ça peut baisser fortement. Le rapport Jols, lui, RAS, rien à signaler. Les nouvelles offres d'emploi sont plutôt égales, sont pas trop baissières, elles sont un petit peu baissières, mais c'est pas très important. Et moi je suis beaucoup plus observateur du rapport Jols que d'autres choses. Bon, on verra bien, mais faire attention, l'emploi fort ne veut pas dire que les marchés ne baisseront pas. Et ça c'est pas une bonne chose, et j'ai envie de vous dire que ça peut être aussi révélateur d'un monde un peu détraqué, puisque le non-chômage, le plein emploi ferait chuter les bourses, quoi. C'est quand même assez étonnant, mais c'est comme ça. Bon, du coup, je fais un update puisque les chiffres sont tombés et que j'ai le temps de le faire. Donc voilà, les chiffres sont tombés avec donc une baisse des créations. Comme quoi, l'enquête ADP est bien une enquête très peu fiable, puisque le NFP est beaucoup plus apprécié par les marchés, et ils ont bien raison, ils sont généralement meilleurs. Et on a 209 000 pour prévu 225, bon ça c'est pas très important, ce qui est important c'est qu'on avait 306 la fois d'avant, donc on est bien en baisse importante de création d'emplois dans le secteur non agricole. Il y a d'autres éléments qui sont exclus de cette stat. Voilà, ce qui est intéressant et qui est important, qu'il faut suivre aussi par rapport à l'inflation et réaction des banques centrales, c'est ce qui est marqué juste au-dessus, c'est les salaires horaires moyens qui sont prévus moins montés que prévu, et qui finalement montent toujours autant qu'auparavant. Ça plaira pas au marché, puisque ça veut dire que nous sommes dans l'idée peut-être hein, d'une augmentation encore des salaires qui permettrait de lancer ce qu'on appelle la boucle prix-salaire, qui est inflationniste. Donc voilà, le maintien des salaires, en tout cas la non-augmentation des salaires, est un élément très important pour ne pas emballer l'inflation. Voilà, je suis pas du côté évidemment d'un salarié, hein, je suis d'un côté macroéconomique évidemment. J'ai d'autres pensées pour les gens individuellement, bien sûr. Voilà pour le petit update que je glisse vite fait dans la vidéo immédiatement. Et puis il y aura Christine Lagarde qui fera un discours à 18h45, mais je pense pas que ça changera la donne. Je crois que la messe est dite en Europe, vu les baisses qu'on a vécues, et on verra ça évidemment dans la partie indice de cette émission. Voilà, j'en ai terminé avec la semaine macroéconomique. Ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est pas ça en macroéconomie. Aujourd'hui, ce qui est à retenir, c'est la hausse des taux d'intérêt partout. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez une hausse de taux d'intérêt, évidemment que
notamment sur les valeurs qui ont une croissance importante, on a un impact parce que simplement elles ont une croissance importante, elles ont besoin de beaucoup d'argent et l'argent coûtant de plus en plus cher, ben écoutez, ça va réduire leurs bénéfices potentiels qui sont élevés mais qui seront un peu moins forts. Résultat des courses, vous vous retrouvez avec des valeurs croissantes qui se mettent à baisser parce que les taux d'intérêt montent. Donc si vous observez pas les taux d'intérêt, vous êtes comme un poulet sans tête. Ça sert à rien. Donc à partir de ce moment-là, si vous n'avez pas un œil continuel sur les taux d'intérêt, eh bien vous ne comprendrez pas ce qui se passe sur vos actions. Voilà, c'est pour ça que moi aujourd'hui, en ce qui me concerne personnellement, j'ai fortement réduit la voilure de telle manière à pouvoir passer l'été un peu plus tranquille et puis accepter que tout simplement les marchés vont peut-être pas s'effondrer, c'est pas le sujet, mais vous savez, ils vont baisser, ils vont perdre 10%, mais vous pouvez avoir des valeurs qui perdent 10, 15, 20%, 30%. Et pourtant, il ne se passera rien de particulier. Et c'est ça qui est difficile à entendre de la part des particuliers, c'est cette notion de mouvement des marchés qui peuvent envoyer des dossiers fortement à la baisse, tout en étant des entreprises intéressantes, tout en étant des entreprises qui ont parfaitement, je dirais, toutes les attributions pour pouvoir continuer à progresser industriellement, mais boursièrement, ça peut se passer autrement. Voilà, donc on va faire un point vite fait sur les taux d'intérêt parce que ça me paraît important de les regarder. On l'a pas fait souvent dans cette émission, je me demande si on l'a déjà fait, mais on va regarder un petit peu les taux d'intérêt, comment ils ont évolué, et vous allez voir que c'est quand même assez dangereux. Ceux qui font un peu d'analyse technique vont voir que quand même on n'est pas loin d'une nouvelle accélération sur les taux. Allez, on va regarder ça tout de suite, si vous voulez bien. Et on commence par les taux américains, le taux américain à 10 ans. On a passé les 4%. On est en accélération. Là, on voit que on est sur des bougies mensuelles, hein, donc on est sur un temps assez long. Mais sur 2023, on n'a pas eu vraiment de baisse des taux. On est toujours entre, je dirais, 3,3 et 4, on n'est pas loin d'accélérer, on voit qu'on est sur résistance, si ça passe, ça va faire très mal, donc il faut vraiment être en mode surveillance proche. On va essayer de regarder sur une unité de temps un peu plus courte, vous allez voir que c'est assez révélateur. Voilà, je vous mets celui qui est en hebdomadaire ici. En hebdomadaire, on voit bien que là, c'est vraiment la pierre angulaire. Ça peut travailler sur ce niveau-là un certain temps et puis casser à la rentrée ou durant l'été. En tout cas, je vous le dis, hein, on est sur un stress de marché. Il fallait pas que ça casse ici, là. Ici, il fallait pas que ça casse. Et ça a cassé. Donc on verra bien, mais les taux 10 ans montent de manière assez inquiétante aux US. On va les basculer en Europe. On va regarder que c'est à peu près la même chose, voire pire, sur la partie européenne, d'où les effondrements d'indices hier. Donc voilà, sur l'Allemagne, le 10 ans, qui, comme vous voyez, est plus bas, hein, puisque les taux d'intérêt sur l'Europe sont un peu plus faibles. Ceci étant dit, qu'on voyait l'accélération qu'on a eue cette semaine, on voyait la bougie verte, hein, là, ici, exactement, là cette bougie-là. On voit bien que l'accélération est forte, on est sur des niveaux de prix, des niveaux de taux qui sont assez élevés. Bon, l'Allemagne n'est pas un pays spécialement très endetté puisqu'il a, je crois, un taux autour de 60% d'endettement, mais vous allez voir que sur d'autres pays, ça peut être beaucoup plus problématique. Et on va enchaîner sur la France, qui est l'autre pays important sur l'Europe. Donc voilà la situation de la France qui est exactement la même que l'Allemagne. On est là aussi sur une forte accélération. Je rappelle que la France est beaucoup plus inquiétant puisqu'on a un taux d'endettement qui est beaucoup plus élevé au niveau de l'État français, mais on reviendra pas dessus. On va pas faire de politique. En tout cas, la situation ne s'est jamais détendue sur l'année 2023. Hein. Vous voyez, 2023, le début, c'est ici. Il n'y a jamais eu de détente des taux, jamais. On est toujours dans un mouvement assez clair où visiblement on n'aurait pas fini avec la hausse des taux, et je pense que c'est ça que les banques centrales commencent à craindre fortement. On va regarder un petit peu ailleurs en Europe et notamment l'Italie, qui est quand même le pays le plus inquiétant au niveau de sa dette. Alors non seulement la dette italienne est très élevée, mais vous avez en plus de ça un taux qui est beaucoup plus important que l'Allemagne et la France. Donc c'est pour ça que l'Italie est inquiétante et sincèrement une hausse encore plus forte, c'est extrêmement grave puisque le PIB, la dette par rapport au PIB italien, je crois qu'on n'est pas loin je sais même plus les chiffres, mais je crois qu'on n'est pas loin de 150%, enfin, ça n'a même plus d'intérêt. Mais il faut savoir que 150%, ça veut dire que vous avez un coefficient 1,5 sur le PIB. Et alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est simplement quand vous avez une dette de 150%, vous prenez le 4,36 que vous voyez ici, qui est le taux actuel,
vous multipliez par 1,5, ça fait à peu près 6 et quelque chose, et ça représente le pourcentage de la production du pays qui est consacré à la dette, donc 6%. 6% de tout ce qui est créé dans le pays, en Italie, partirait dans les intérêts de la dette, à terme, pas aujourd'hui, parce qu'il y a un rollover, il y a des dettes aujourd'hui qui sont avec des taux bien inférieurs, c'est pour ça qu'il faut baisser les taux rapidement, parce que sinon vous avez tout le système d'endettement mondial qui s'effondrera. Et voilà, tout simplement pourquoi le marché va stresser sur le sujet, et vous voyez que le mouvement est général, vous avez vu les bougies exactement toutes les mêmes partout, on est à deux doigts de tout casser, c'est peut-être pas pour cette semaine, parce que bon voilà, le gros effet pour cette semaine, mais attention à juillet et août, on peut se retrouver dans une situation vraiment compliquée sur le sujet, et je peux vous jurer que tout le monde regarde la même chose. Voilà, donc attention sur le stress, sur les taux d'intérêt. Voilà, j'en ai terminé avec la partie macroéconomique, et puis si vous voulez bien, on va passer au titre du jour. L'arnaque boursière de l'hydrogène. À vrai dire, ce que je voulais vous dire à travers ça, c'est que on vous vend l'idée que un secteur ou une activité particulière peut être extrêmement rémunératrice, et c'est un grand renfort de publicité. Vous voyez des trucs passer sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, mais il y en a aussi ailleurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe notamment en France, sur les valeurs françaises, vous vous rendez compte que c'est purement catastrophique. On va juste faire un petit tour d'horizon, puis on va essayer d'expliquer pourquoi, pour moi, l'hydrogène, dans lequel j'ai cru à un moment donné, me paraît ne pas être la solution, parce qu'à un moment donné, quand tu creuses un petit peu le processus industriel de la fabrication d'hydrogène, tu te rends compte que c'est structurellement difficile de gagner de l'argent dans le futur sur l'hydrogène, surtout quand on est une petite entreprise. D'où toutes les introductions en bourse qui ont eu lieu ces derniers temps, qui sont une catastrophe absolue. Je vous rappelle que les introductions en bourse, c'est pas du tout ce vers quoi il faut aller de manière structurelle, c'est du loto, et souvent on perd. Je vous rappelle que quand on met un billet sur le loto, il y a beaucoup de perdants. Et c'est peut-être le cas aussi sur l'hydrogène, on va regarder ça tout de suite. Le premier exemple que je vous donne, c'est Opium qui annonçait la fabrication d'une voiture. Ça a été très intelligemment lancé, parce que c'était au moment où il y avait Tesla qui partait évidemment en bull run, et le garçon fort sympathique qui a lancé cette société, aujourd'hui est en échec total, je dis bien total, sur son projet, puisque la voiture en question, qui était très bien designée, n'est jamais apparue. Ça me fait penser à une petite navette dont je ne citerai, si je vais citer le nom, ça me fait penser au dossier Navia, qui avait été vanté par certains influenceurs très connus. Certains sauront l'écrire dans les commentaires. Donc, écoutez, très simplement, vous voyez, c'était en 2022, hein, c'était pas si vieux que ça. On était autour de 20 euros. On est aujourd'hui au niveau de même pas de 1 euro. Et le dossier Opium, c'est mon favori dans l'indice MDR que vous connaissez pour ceux qui suivent bien la chaîne, des pires valeurs françaises, et c'est mon favori de l'année 2023. On verra, on est à mi-année, et je trouve que ça c'est bien parti pour être la pire valeur de française. Voilà, il y a un autre dossier que je vais vous citer très rapidement, je vais vous en citer 5-6, histoire de vous faire comprendre les choses. Donc le second que j'avais envie de vous dire, c'était HDF, Hydrogène de France, donc qui a été introduit en bourse au taux de 32 euros, on est déjà divisé par 2. Voilà, je vous laisse deviner ce que j'en pense, et le graphique parle tout seul. Un autre sur lequel on reviendra au niveau analyse technique, avec la partie d'analyse de vos valeurs, puisqu'il y a quelqu'un qui me l'a demandé cette semaine, ça m'a d'ailleurs interpellé sur la notion d'hydrogène. C'est Hydrogen Refueling Solution, qui est aussi entré en bourse à un niveau assez élevé par rapport à aujourd'hui, et qui est clairement dans une tendance baissière un peu moins forte. C'est peut-être celui où j'ai entre guillemets le moins de mauvaises opinions sur le sujet de l'hydrogène. Et on va rester en France, on va continuer, on va faire que la France, parce que je peux vous jurer que c'est partout dans le monde pareil. Life qui est le roi de l'hydrogène vert. Alors, roi de l'hydrogène vert, ouais, mais graphiquement, on est introduit autour de 8 euros, on est à 7, c'est pas joli ce qui vient de se passer, là, quand on voit la grosse bougie rouge qu'on voit ici, et ensuite, la latéralisation, qui hésite à dire j'envoie le dossier à la cave, je vous dis pas, si ça part en dessous 6,60, vous devinez ce qui se passe. On va enchaîner avec une autre valeur qui s'appelle Hafner Energy.
Et Hafner Energy, bah voilà, tout simplement. Là où on en est rendu, j'ai pas de commentaire à faire. On était à 8, on est descendu à 2, tout va bien dans le monde de l'hydrogène. Et puis un dernier dossier qui pour moi a été catastrophique depuis des années, qui en même temps a été un de mes trades les plus beaux, mais c'était un trade, c'était pas de l'investissement. C'est McPhy Energy où depuis maintenant plus de 3 ans, ça baisse. On était à 40, on est rendu à 7. Il n'y a aucun signal qui nous dit que ça va se retourner. Et sincèrement, je ne suis pas du tout positif sur le dossier dans les mois à venir. Et à vrai dire, il y a une raison pour cela. La première raison, c'est qu'on est sur des dossiers qui sont pas du tout mûrs, mais pas du tout. Et il faut comprendre que industriellement, il faut voir si c'est mûr. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est sur des technologies avec un investissement qui est très très important à créer, puisque quand vous creusez, vous allez chercher un petit peu le processus industriel de l'hydrogène. Vous comprenez que de toute manière, quel que soit le processus, qu'il soit vert, qu'il soit pas vert, qu'il soit tout ce que vous voulez, à vrai dire, il n'y a pas une solution où c'est pas cher. La seule entreprise qui a trouvé de l'hydrogène naturel dans ces dernières années, il se trouve que c'est Française de l'énergie, ça fait maintenant un certain temps qu'elle est dans les pépites, et c'est pas par hasard, mais l'hydrogène pour moi n'apporte rien de plus au dossier de la Française de l'énergie, si ce n'est que eux ont de l'hydrogène naturel, donc naturel égale pas transformation. Pourquoi tu me parles de transformation, Richard ? Parce qu'à vrai dire, si vous creusez le processus de transformation de l'hydrogène, enfin de transformation de certaines molécules pour isoler l'hydrogène, vous vous rendez compte que la consommation d'énergie, à peu près dans tous les processus, est très importante, voire consomme encore plus de CO2 que ce que ça va enlever de CO2 dans la production, enfin dans sa consommation, dans la consommation d'hydrogène. À partir de ce moment-là, vous dites mais attends. Dans tous les cas, qu'est-ce que j'ai ? J'ai soit de l'investissement très important, soit j'ai une consommation de CO2 importante parce que le processus est basé sur le chauffer. Je crois qu'il y a le méthane mélangé à de l'eau et ça fait du coup de l'hydrogène, mais de l'autre côté du CO2. Enfin, j'ai écouté tous les gens qui vantaient les mérites d'eux et ensuite les gens qui étaient en contradiction. Mon avis, parce que la contradiction est intéressante, mais est-ce qu'elle est justifiée ? Sincèrement, oui. Sincèrement, oui. L'hydrogène est hyper consommateur, alors non seulement d'énergie, mais de cash, de énormément d'argent. Et évidemment, les États ont foncé là-dedans. Bon, bref. On va pas parler des politiques aujourd'hui. Et résultat des courses, est-ce que je suis acheteur, moi, boursièrement, dans ce que j'aime bien, des valeurs hydrogènes ? La réponse, elle est, bah non, moi je le suis pas. Alors évidemment, comme je vous le dis tout le temps, c'est pas des conseils, vous faites ce que vous voulez de votre argent, vous pouvez parfaitement me dire l'inverse, il n'y a pas de souci sur le sujet, tant qu'on ne me lance pas des pauvres imbéciles ou des je ne sais plus quoi comme insulte qu'on m'a balancé sur la fois où j'avais pas fait un truc sur l'or. Mais à vrai dire, l'hydrogène aujourd'hui, la question est la suivante. Est-ce que le coût qui va sortir après, et qui sera subventionné, évidemment, sera tenable dans le temps ? Quand on verra des processus industriels qui seront beaucoup plus intéressants, beaucoup moins consommateurs d'argent et d'énergie, et qui seront aussi verts, est-ce qu'on va garder l'hydrogène ? L'hydrogène sera conservé pour des cas intéressants de manière structurelle. Mais moi je le vois sur certains processus industriels, voilà, mais pas dans nos camions. Moi je crois énormément dans les autoroutes électriques. Et ça prendra le dessus parce que c'est beaucoup moins coûteux. L'histoire du trolley, si vous regardez un petit peu, c'est très intéressant. Enfin bon bref, on va pas aller sur d'autres sujets, on va rester sur l'hydrogène. Et à vrai dire, une fois que vous avez produit votre hydrogène, qui vous coûte une énergie folle, énergie et investissement, vous vous retrouvez avec le système de stockage. Je vous le dis quand même, tous les systèmes de stockage sont des systèmes qui sont extrêmement complexes, puisqu'il y a une déperdition qui apparemment est quasiment impossible à contrer, et qui fait que l'hydrogène s'évapore, donc vous en perdez. Et une fois que vous leur transformez en électricité pour pouvoir alimenter un camion, etc., apparemment vous perdriez une partie de la quantité d'énergie, c'est-à-dire que la transformation fait encore une déperdition. Vous avez des déperditions à la création, vous avez des déperditions au stockage, vous avez des déperditions quand vous restituez en énergie à utiliser. Donc le rendement est catastrophique. Le rendement global est catastrophique. Je rajoute par-dessus le marché que l'hydrogène est ultra dangereux, ça explose au contact de l'oxygène. Alors moi je vous l'invente pas parce que je suis un chimiste, je vous l'invente parce que j'ai lu, j'ai écouté la controverse.
Ça va poser des problèmes dans les avions, puisqu'on nous explique que maintenant les avions vont voler avec l'hydrogène. Vous volerez dans des bombes. Dans des bombes. Je rappelle juste un détail. Juste un détail. Et si je trouve l'article, je vous le mettrai vite fait ici. Une des plus grandes catastrophes aéronautiques du XXe siècle, c'est les zeppelins. Les zeppelins, je sais pas si vous vous rappelez, c'est l'espèce de... Je vous mets une photo, là, vous allez voir ce que c'est. Les zeppelins, il y en a un qui a explosé en vol, parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que quand il y a une flamme, et puis qu'il y a l'hydrogène, et puis qu'il se promène avec un peu d'oxygène, ça pète. Donc à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez dans une situation où tout ce qui vole avec de l'hydrogène a quand même vécu des problématiques non négligeables. Il faut savoir que le Zeppelin, il y a un Zeppelin qui avait pété, je crois que c'était à New York, qui avait pété à cause d'un orage. Je voulais voir la foudre, l'hydrogène, l'oxygène, c'est un truc de fou. Donc effectivement, le résultat de la combustion du Zeppelin, ça a été de l'eau. Enfin bon, il y a eu 35 morts, je crois, de mémoire. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu de ça. Je suis pas convaincu que l'hydrogène soit une solution. C'est une solution ponctuelle à certains endroits, mais avec vraiment à tous les niveaux des coûts et des surcoûts qui sont très importants. Je vous laisse imaginer votre voiture. Vous devriez faire des contrôles, des vérifications de votre stockage d'hydrogène tous les mois parce qu'il faut vérifier au cas où il y a une fuite d'hydrogène. Enfin, c'est pas possible qu'on mette ça avec des enfants attachés avec leur ceinture et avec une bombe à l'arrière, quoi. Enfin, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Donc voilà, moi j'y crois pas. J'y crois plus, j'y ai cru, mais j'y crois plus. J'y crois plus, et j'y crois pas sur des sociétés qui sont toutes petites, qui demandent des investissements lourds, qui vont faire des appels d'argent au marché, hein, donc ça s'appelle des augmentations de capital, ça va être de l'endettement, ça va être des OCA, ça va être pas mal de choses, et j'y crois plus. Et tous les dossiers que je vous ai fait voir sont absolument pas mûrs. Je crois plus dans l'idée qu'il faille, et encore, je suis très modéré, aller vers les fournisseurs, donc je pense à un américain qui s'appelle Plug Power, excusez-moi. Mais imaginez que l'industrie, par ces problèmes-là, périclite. Est-ce que vous pensez que ces sociétés qui sont fournisseurs vont continuer à se développer? Bah moi je pense pas. Donc à partir de ce moment-là, je suis plutôt en train de me retirer de la surveillance, de l'idée que l'hydrogène est une bonne solution énergétique dans le futur. Je suis pas convaincu non plus par l'éolien. Je sais aussi très bien les problèmes sur le photovoltaïque, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour moi, l'hydrogène, c'est une catastrophe boursière. Pour moi, c'est une arnaque boursière. Et pour l'instant, je ne vois strictement rien qui peut changer la donne de manière structurelle sur l'hydrogène. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de vidéos et on va enchaîner immédiatement après avec les indices parce que ça a pas mal bougé cette semaine. Allez, c'est parti pour les indices. Alors avant de passer à la suite, je voudrais faire un petit coucou à mon sponsor, DarwinX. Donc DarwinX, c'est la fintech régulée dans toute l'Europe et au Royaume-Uni qui investit jusqu'à 10 millions chaque mois sur ses meilleurs traders. Vous pouvez, grâce à leur plateforme, lister vos stratégies en tant qu'actif financier, lever des capitaux sous leur licence et être rémunéré sur la performance de vos investissements. Comment ça marche exactement? Eh bien, je vous laisse aller faire un tour sur leur site web. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. En bonus, si vous avez déjà un historique sur MT4, vous pouvez connecter votre compte existant et le rendre éligible en quelques étapes simples. Alors si vous êtes un trader profitable ou en voie de le devenir, n'hésitez plus, DarwinX est la solution pour vous professionnaliser. Allez, on regarde d'abord notre cacounet préféré. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que le sell in May and go away que je vous dis depuis le mois de mai, depuis le mois d'avril, eh bien il s'est mis en place notamment sur le CAC 40 puisque nous sommes à 7100. Au moment où je vous parle, je suis autour de midi à l'heure actuelle ce vendredi. Donc voilà, ça baisse, ça monte, ça baisse, etc. Mais c'est plutôt une tendance plutôt à vouloir corriger. Je dis pas que ça va s'effondrer, je dis juste que il n'est pas impossible qu'on retrouve des niveaux un peu plus bas, mais mensuellement on voit bien que la saison du Sell in May and Go Away, voilà, elle est en place, puisque tout simplement on a clôturé le 30 avril, je sais même pas s'il y a un 31. un 31 avril. Donc ça doit être le 30 avril. On était à 7500 sur le CAC 40, on est à 7100 actuellement. Donc voilà, clairement c'est pas folichon, ça pouvait pas monter au ciel tout le temps. Donc on va se faire une pause estivale comme prévu, comme c'est évident chaque année. Et ça arrive quand même très très souvent, c'est assez rare que ça parte. J'étais étonné, je vous cache pas, du mois de juin, mais c'était vraiment un rebond vraiment particulier, on va dire. Voilà, donc ça c'est pour le CAC 40. On va aller voir en hebdomadaire que
Eh bien voilà, on avait des choses très intéressantes, on va continuer, on va agrandir, et je vous avais dit, attention à cette petite oblique ici, elle risque d'être difficile à passer. Bah, tout simplement, on a ouvert la semaine un peu au-dessus, faisant croire qu'on allait chercher beaucoup plus haut, et badaboum, on est en train de s'effondrer. Je vous le dis quand même, ça s'appelle un avalement baissier en hebdomadaire sur le CAC 40, ça sent pas bon, moi je vous le dis. Ça va aller sur les 6008 et que j'en serais pas du tout étonné. En tout cas dans un premier temps. Et ça peut effectivement rebondir et continuer à descendre. Et puis on pourrait se retrouver à la fin de l'été sur les 6008. Ce serait peut-être un niveau intéressant, peut-être pour réinvestir pour ceux qui sont sortis. Voilà, en tout cas des grosses valeurs du CAC 40, puisque vous le savez, je ne suis pas du tout sur ces valeurs-là personnellement. En tout cas, l'indicateur est intéressant. Et nous avons, hein, comme on soit clair, cette oblique qui a vraiment bien fonctionné, qui est en train d'être cassée. Et on verra, on va la laisser en place. On va la laisser en place pour voir s'il n'y a pas un retour et ce qu'on appelle un pullback dessus pour pouvoir ensuite partir vers le bas. Ça vous fera un peu d'éducationnel au niveau graphique. Ça fait jamais de mal de voir ça. Alors, on va essayer de mettre une autre oblique en place. On verra si elle est intéressante. J'en vois une. On va essayer de la tester. Elle est comme ça. On va la mettre en pointillé, on verra dans les semaines qui suivent si nous avons du mouvement. Même si cet été je vais faire un peu moins d'émissions, je vous cache pas que on surveillera ça de près. Clairement là il y a des gens qui l'ont vu, donc ils ont décidé d'acheter pour la tenir, mais franchement le mouvement qui a eu lieu, c'est pour ça que je le mets en pointillé et je pense que ça tiendra pas. Le mouvement là qui a eu lieu n'est pas le même que d'habitude, hein. Il y a quand même eu une forte baisse jeudi, je peux vous le dire, hein. C'est pas bon du tout, hein. Ça, pour moi ça sent pas bon. Moi personnellement je me suis retiré pas mal des marchés, même si je suis pas du tout sur le CAC 40, il y a des indicateurs là un peu partout qui me font dire que. Je vous rappelle quand même que ça fait 3 semaines que je vous ai fait un. C'est dangereux quoi, c'est dangereux, et il se trouve que je l'avais dit surtout sur le Nasdaq qu'on ira voir tout à l'heure. Voilà, donc voilà pour le CAC 40, c'est pas folichon, c'est pas folichon, c'est pas folichon. On verra cet après-midi comment ça clôture, hein, comme d'habitude, vu que j'enregistre, et puis il y a le NFP américain qui pourra faire bouger le marché. Je sais pas dans quel sens ça va aller, je ne suis pas devin, même si j'ai ma petite idée sur le sujet. Allez, on continue avec le DAX, on va aller voir ce qu'il donne à l'heure actuelle. Voilà, donc nous avons quoi? Tout simplement, nous avons notre fameuse résistance à 15 675 qui a tenu si longtemps, hein, puisqu'elle est expressive, je dirais, depuis le mois de février. Et on est ici sur le DAX en train de dire, moi je vais aller voir plus bas. Je vais aller voir plus bas. Évidemment, j'ai un objectif qui serait, il serait intelligent de voir que dans l'été, on aille sur le 14 700. On verra, c'est quand même 1000 points plus bas. C'est pas non plus une catastrophe, mais c'est quand même un pourcentage non négligeable. Ça ferait par rapport au plus haut une correction de l'ordre de 10%. Ce qui est franchement une respiration, quoi. Il n'y a rien de catastrophique. Mais je vous le dis quand même, j'avais mis mon petit bonhomme rouge ici. Donc, je dirais que le plan, il est validé. Ça n'empêchera pas un rebond potentiel. Hop là, je suis en train de rater, je suis en train de faire des trucs, des bêtises. Ça peut rebondir, revenir ici, puis ensuite repartir vers le bas, hein, c'est pas un problème. Mais si elle a de l'expression, on peut parfaitement avoir un décrochage, rebondir et revenir la tester ici en pullback, et aller se promener un peu plus bas. Je vous laisse deviner à ceux qui sont chargés sur les valeurs allemandes du DAX, ce que j'en pense. Voilà, donc voilà, je suis assez content parce que ça fait quand même 3 semaines que je vous dis, c'est la 3e émission que je vous dis méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Voilà le résultat, ici, ce que ça a donné. On était il y a 3 semaines, on était à 16 000, on est actuellement à 15 500, et voilà. Le Nasdaq, c'est lui qui m'avait interpellé quand même, je trouvais qu'il montait fort, on va aller le voir tout de suite, si ça veut bien. Voilà, le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, qu'est-ce qu'on a ? On a cette résistance, on a enfin une qui a donné un sens un petit peu à nos graphiques et qui est toujours valable sur le Nasdaq. Donc voilà, ça fait 3 semaines où je me rappelle très bien avoir enregistré, on était autour de 15 200. On est toujours assez haut puisqu'on est à 15 100, donc ça n'a pas vraiment baissé, mais je vous disais de faire attention et vous avez vu que ça commençait à gigoter pas mal sur le marché américain. Donc bon, je dirais que invalidation évidemment quand on partira au-dessus si ça veut aller plus haut. Je suis pas convaincu que ce soit le moment où ça va le faire, mais on verra bien, on n'est pas devin. En tout cas, ce qui me concerne sur le Nasdaq, on va commencer à tirer des obliques de telle manière à voir où est-ce que ça pourra faire des rebonds et où est-ce que ça pourrait casser. Et j'en ai une qui me vient à l'esprit que je vous mets en direct ici.
et qui ressemble à ça. Donc allez revisiter, je dirais, les niveaux la semaine prochaine, par exemple, à 14 700, n'a rien de choquant. Ça n'invaliderait rien du marché haussier que nous avons sur le marché américain. Décidément, voilà. Décidément. Voilà, donc ça, celle-ci, elle peut être intéressante. On verra bien si elle est entendue. Et puis, je vais voir vite fait sur le journalier. S'il y a quelque chose d'intéressant, moi je dirais qu'il y a un niveau ici qui peut être sympathique, c'est 14 685. On va revenir en hebdo. Est-ce qu'il a du sens? Ouais, on peut le mettre en pointillé ici, une petite résistance ici. Voilà pour l'analyse des graphiques. Je vous remercie de commenter. Hein. N'hésitez surtout pas par rapport à ce que je vous ai mis. L'intérêt de l'analyse des indices classiques, c'est de vérifier s'il y a un mouvement important qui se provoque. Il a vraiment eu lieu en Europe sur la journée de jeudi. Donc un peu partout, hein. Il y a pas d'exception. Aujourd'hui, clairement, les taux d'intérêt sont en train de faire mal au marché des actions, et notamment dans le marché qui me plaît beaucoup, moi, c'est les actions croissance. Et à vrai dire, il faut faire vraiment très attention. On n'est vraiment pas dans une période où il y aura de l'investissement et du positionnement des gros. C'est pas du tout le moment où ils s'y mettent. Alors, il y aura aussi une période intéressante, c'est la période des résultats qui arrive à partir de maintenant. Hein. Dès la semaine prochaine, ça va sortir. J'ai envie de dire, il faut compter un petit peu les points des entreprises, les qualités, les non-qualités qu'elles sortent et qu'elles donnent comme résultat. On verra bien ce qui sort. Je suis pas convaincu que les résultats soient mauvais, mais il n'est pas impossible qu'il y ait de l'anticipation d'un ralentissement économique qui fait que les news soient pas mauvaises, mais que les anticipations soient mauvaises. Donc faites attention à cette période-là. Moi, je suis personnellement pas dedans parce que je suis pas rassuré. Vraiment une période compliquée de redistribution qui fait que faites attention, vraiment faites attention. En plus l'été, on pense pas toujours à garder son portefeuille. Donc c'est vraiment un moment où il faut être vigilant et où on l'est pas. Donc ça, c'est vraiment une distorsion qui est vraiment très gênante. Voilà pour la partie indicielle, et puis on va passer maintenant sur la deuxième partie de l'émission où on va parler de vos valeurs et on va faire un petit peu de pédagogie aussi, de telle manière à ce que vous ayez une émission complète comme d'habitude. Il y a énormément de choses encore sur cette fois-ci sur les valeurs que je vous ai proposées. Je fais vite un petit tour d'horizon, mais on a des beaux dossiers que j'apprécie beaucoup sur différentes places. On a fait un beau tour d'Europe et sincèrement, il y a des dossiers qui seront à regarder dans le futur. Et puis, je parle d'un dossier qui a été très vanté et qui, depuis peu, et que moi, je trouvais une catastrophe. Et finalement, j'ai changé d'avis. Ça, c'est aussi très intéressant de voir qu'on peut changer d'avis sur un dossier qui est catastrophique parce que des choses changent et vous aurez des réponses pourquoi il devient peut-être intéressant. Et je dis bien peut-être, il faut encore valider les choses. On ira se promener aussi sur un pays qu'on n'avait jamais vu encore, c'est le Portugal, avec une société très intéressante. Enfin bref, voilà, il y a encore pas mal de choses à regarder. Et c'est juste après le disclaimer et puis l'explication de la biblio. La biblio, c'est quoi? C'est les 200 valeurs à peu près maintenant qu'il y a dans la bibliothèque qui vous permettent de voir ce que j'en pense sur ces dernières semaines que on a travaillé ensemble. Vous avez juste à cliquer sur voilà, vous allez voir. Et c'est assez pratique pour tout le monde. Voilà, allez, c'est parti pour la deuxième partie qui vous appartient. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors avant de passer à vos valeurs, je vais vous expliquer comment fonctionne la biblio de Ricardo, la façon la plus simple de trouver les valeurs que nous avons étudiées dans les vidéos précédentes. Alors vous allez sur votre menu YouTube et vous tapez le nom de la chaîne que vous préférez, Fondamentalement Bourse. Elle apparaît assez rapidement ici. Vous n'oubliez pas de vous abonner et de surtout mettre la cloche qui vous permet d'avoir les notifications, sinon vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos. Voilà, on va aller directement sur la chaîne tout de suite. Voilà, vous arrivez devant le menu que vous connaissez peut-être déjà et vous allez aller taper ici le nom de la valeur que vous recherchez pour savoir si j'ai déjà travaillé dessus. L'idée que j'ai, c'est BNP, par exemple, une banque française. Et vous avez automatiquement la vidéo sur laquelle j'en ai parlé avec
la date où ça a été fait. Sur ce cas-ci, c'était il y a 2 mois. Vous avez la possibilité ici de mettre soit le nom de la valeur, soit le code. Je vous conseille plutôt le code, parce que le nom de la valeur, parfois, il y a un tiret qui peut vous embêter, qui fait que moi, j'ai pas écrit de la même manière. Mais si vous mettez le code, normalement, si j'ai pas fait d'erreur de saisie, vous la trouverez. Et ça vous permet de voir l'analyse qu'on a fait. Pour aider l'algorithme à apprécier ma chaîne, je vous invite quand même à regarder toute la vidéo de telle manière à ce que je sois pas pénalisé. Et vous pourrez voir comme ça toutes les valeurs que j'ai pu étudier. C'est valable à peu près entre 3 et 6 mois. Après, vous pouvez me relancer pour faire une mise à jour sur la valeur que j'aurais déjà étudiée. Voilà, on va attaquer tout de suite les valeurs qui sont à étudier cette semaine, et je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Et juste pour compléter, je voulais juste rajouter que on ne fait pas les américaines, alors je le ferai peut-être un jour, mais pour l'instant je ne fais pas de valeurs américaines, on fait juste les valeurs du PEA, et on va attaquer par, dans ce tour d'Europe, on va attaquer par la Belgique, avec une valeur que Patrick nous a donnée, qui s'appelle Aedifica, et on va aller voir ça tout de suite sur le graphe. Allez, c'est parti. Donc, Aedifica, voici en mensuel, comme d'habitude, on regarde en mensuel, voir un petit peu la tendance globale de la société. Donc c'est une belle entreprise, si on regarde évidemment qu'on part de 2009 et qu'on arrive sur les années 2020. Le problème c'est qu'on a une grosse chute ici, et vous allez vite comprendre pourquoi il y a une grosse chute, car vous ne savez pas ce qu'ils font, et peut-être que Patrick sait très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça subit un problème sectoriel. Donc sinon, je vous ai mis deux niveaux qui sont intéressants. Le premier niveau, c'est celui qui est en vert ici, qui est autour de 52 €, où ça a bien rebondi et ça fait un retour vers des niveaux un peu plus hauts. Évidemment, c'était pas facile à attraper après une telle baisse. Et puis un niveau qui me paraît intéressant aussi, si ça continue à rebondir, ça va être cette oblique ici qui est travaillée à plusieurs points, un peu plus par ici, et qui peut-être ici serait obstacle. Évidemment, celui qui a acheté à 50, s'ils vont à 70, ce serait super, mais ils sont certainement très peu nombreux, et certainement pas des particuliers. Allez, on va aller voir en hebdomadaire ce qui se passe. Donc, j'ai trouvé intéressant, donc déjà, cette oblique ici qui est contactée à 4 reprises dans sa descente, et qui sera, tant qu'on n'est pas en train de sortir de là, j'ai envie de te dire, Patrick, tu devineras bien que je suis pas positif du tout. Et on a un support qui me paraît intéressant, ici, ici et ici, qui a été marqué à 3 reprises. Bon, je dirais que tant que t'es au milieu ici, c'est du trading. J'ai, hélas, un avis pas spécialement positif, mais tu vas comprendre pourquoi, parce qu'on va faire un peu de fondamental, un peu ici et un peu ici, et encore ici. Donc voilà, je suis pas fan du dossier, pour la simple et bonne raison que nous avons affaire à des sociétés de retraite, une société de maisons de retraite belges. J'ai regardé rapidement s'il y avait une activité française, il n'y en a pas du tout. Donc ils travaillent sur d'autres pays européens notamment, pas en France. Et pourquoi ça subirait les événements franco-français? Tout simplement parce que il y a des peurs diverses et variées qui font que la Belgique pourrait suivre la France sur des comportements divers. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me parles? Parce que si vous êtes belge, vous savez peut-être pas. Vous savez peut-être pas. Décidément. Vous savez peut-être pas que en France, on a un souci sur les maisons de retraite. On a eu un scandale qui a eu lieu il y a quelques mois maintenant sur une société qui s'appelle Orpea, et à vrai dire, Aedifica est en train d'en subir les conséquences. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas possible, machin, etc. Ça baisse pour autre chose, pour d'autres raisons, parce que c'est la crise immobilière, blablabla. Non, c'est pour ça. D'ailleurs, pour ça, pour juste vous justifier, avant de lancer la vidéo, j'ai quand même travaillé un petit peu, et j'ai été voir un petit peu, j'ai comparé les graphiques de Corian, qui n'est plus Corian, je viens de l'apprendre, ça s'appelle Clariance, change de nom, on se cache, je vous laisse deviner pourquoi, de Orpea, et puis d'Aedifica, et vous allez comprendre que parfois il faut s'intéresser un petit peu à ce qui se passe hors de nos frontières, et on apprend beaucoup de choses. C'est valable pour les Belges, c'est valable pour les Français, c'est valable pour les Suisses, et tous ceux qui nous suivent. Allez, on va regarder ça tout de suite, et vous allez voir, c'est riche d'enseignements. Voilà, donc on se retrouve sur un graphique avec une courbe noire, une courbe bleue, une courbe rouge. Eh bien, c'est très simple. La rouge, c'est Orpea, c'est la pire, c'est celle qui a pris une grosse gadin, et on la voit bien ici. Ici. Ça a été suivi par Corian, qui ne s'appelle donc plus Corian, mais pardon, j'ai dit Clariance, non, c'est Clariane. Il va falloir que je m'habitue. Bref, voilà, comment se cacher, c'est vraiment du marketing. Voilà, on cache, on change la marque, et puis on repart comme en 14, mais c'est les mêmes petits vieux qui sont maltraités par nos
société privée de maison de retraite. Et puis Aedifica a subi aussi, beaucoup moins, mais a subi cette baisse. Donc tu vas me dire, bah ouais, donc j'achèterais plutôt celle-ci si je dois acheter ça. Ouais, ok. Mais je te dis quand même, qui dit que la Belgique va pas suivre la France au niveau de la réglementation. Donc, pour moi, sujet clos, entre guillemets, les valeurs de maison de retraite, c'est en termes d'éthique, il y a quand même un problème. J'ai envie de vous dire, il y a deux choses qui me gênent, c'est tout ce qui est nourriture et tout ce qui est maison de retraite. On a délégué aux sociétés privées deux choses qui sont ancestrales dans la nature humaine, c'est un, manger correctement, et deux, s'occuper de ses petits vieux. Voilà, on délègue nos vieux à des sociétés privées, faut pas s'étonner de la suite. Bim, ça c'est fait, sujet suivant. J'attaque force aujourd'hui. Hein. On va attaquer, merci Patrick, hein, et puis n'hésite pas à m'en redonner d'autres, je suis désolé, hein, mais c'est vrai que celle-là, je suis pas fan fondamentalement, éthique, tout, bof. Nicolas m'a parlé de Manitou. Manitou, il y a aussi un dossier intéressant sur d'autres sujets. On va regarder ça tout de suite. Allez, on va regarder vite fait en mensuel. Manitou, ça bouge pas depuis très longtemps, puisque de tout le 21e siècle, ça n'a pas vraiment bougé. Si t'es acheteur plus ou moins autour de 11, bah t'es plus ou moins content, et si t'es acheteur plus ou moins autour de 38, t'es plus ou moins pas content. Donc voilà, c'est comme ça, faut faire un peu d'analyse technique quand même dans la vie, et de fondamental. Ça vous évitera d'acheter des trucs qui bougeront pas, quoi. Voilà pour la présentation. Décidément aujourd'hui je suis punchy, hein. Et on a donc une oblique ici qui, si tu veux bien regarder Nicolas, qui est ici, qui est 3 points de contact. Je pense que quand on viendra ici, il faudrait que ça travaille fort pour ensuite casser. Mais pour l'instant, je dirais que bon bah on va rester moyennement intéressé. Et puis si ça revient ici, ça peut être une zone d'achat. Évidemment que les news, et je répète que tout ce que je dis est invalidé par une news de demain matin, de dans 3 jours, de dans 6 jours, de dans 6 mois, parce que, à vrai dire, bah, ça dépend complètement de l'activité de l'entreprise. Le problème de Manitou chez moi, c'est que je connais un peu la société, alors je la connais un peu, j'ai eu affaire à eux dans une autre vie, parce que c'est une société qui est basée en Pays-de-Loire, dans mon coin, du côté de Ancenis, pour ceux qui connaissent la région Pays-de-Loire. Smain, je pense à toi, tu sais où c'est. Ancenis, c'est entre Nantes et Angers, et donc je connais un petit peu des gens qui bossent pour, etc., des intervenants, et il faut savoir que Manitou est une société qui est dirigée par 2 familles. Je vais vous dire tout de suite le nom des familles, et je reviens vers vous, puis je vais faire le fondamental en même temps, mais qui se tapent dessus, quoi. Alors je vais vous dire les noms, comme ça vous saurez tout sur le sujet. Ouais, donc c'est la famille Bro et la famille Imsworth. Voilà, ils sont à peu près à égalité dans le capital de la société, et ça se passe pas très bien. Enfin bref, des gens qui sont intervenus chez eux qui m'avaient rapporté ça, donc voilà. Les fondamentaux sont pas mauvais, mais ils sont pas bons. Donc, tant qu'il n'y aura pas des choses plus intéressantes que ça sur les fondamentaux, bah, je pense que le graphe sera respecté. On gigotera entre 15 et 40. Ce qui peut être intéressant, mais sur du long terme, il n'y a pas d'intérêt particulier sur Manitou, malgré le fait que ce soit une belle entreprise. Je voudrais signaler quand même aussi que c'est une valeur très cyclique. Donc, quitte à faire du cyclique, bah, vaut mieux faire des trucs qui bougent vraiment beaucoup. Je pense à Kion, je pense à Olot, vaut mieux aller vers ça. Voilà, donc ça a beau être local, des locales de l'étape, je suis pas fan du dossier. Désolé pour ceux qui apprécieraient beaucoup Manitou ou leur matériel qui est de bonne qualité. Mais il y a pas que ça dans la vie. Voilà. On va voir avec Fabrice qui m'a demandé XFAB, ce que j'en pensais. Allez, c'est parti. XFAB. Voilà, donc XFAB. Alors, j'étais étonné que c'était introduit depuis si peu de temps, 2017. Bon, ok. C'est simple, t'as vu, regarde, c'est magnifique. On a une résistance qui est en train de travailler au niveau de 10. Donc, on a ça, c'est juste qu'il faut retenir. Enfin, si ça passe au-dessus, évidemment, tu devineras bien que ce serait plutôt positif, parce que fondamentalement, c'est quand même un dossier qui me plaît beaucoup. Et on va regarder en hebdomadaire, il y a des choses plus intéressantes sur l'hebdo, sur ce dossier-là, et sur le dossier en hebdomadaire. Donc on a, d'ailleurs, on a mis ici une oblique que je vais mettre en pointillé, parce qu'il n'y a que 2 points de contact. Je rappelle que 2 points de contact, c'est pas encore vraiment validé. Par contre, beaucoup plus intéressant, nous avons cette oblique ici, et quand on tire sa parallèle, on a ici qui travaille beaucoup, à ces niveaux-là. Là, c'est un peu plus goubli-gouga, mais tu vois, ça travaille un petit peu ici. Donc,
Moi, j'ai envie de te dire, si ça travaillait là pour casser, ce serait super intéressant. Je te le dis quand même, j'aime bien le dossier. J'aime bien le dossier. Je me rappelle avoir fait un Melixis qui était en Belgique. J'étais pas fan, alors qu'ils sont dans le même secteur. Hein, on est dans les semi-conducteurs. Là, je suis beaucoup plus intéressé. Voilà. Donc pour l'instant, et surtout vu ce qui s'est passé ce jeudi. Alors oui, j'enregistre jeudi soir, hein, donc je sais pas ce qui va se passer vendredi, mais les bougies sont quand même plutôt moches un peu partout en Europe. Vu ce qui s'est passé, bon, on fera attention parce que l'été arrive, mais si ça casse, ça part, qu'il y a de la conviction, que ça traîne un petit peu là, et puis que ça casse, ça sera très intéressant d'aller sur ICFAB. Moi, j'aime bien ce dossier-là. Aujourd'hui, sur le secteur des semi-conducteurs, c'est assez prometteur. Voilà, donc pour XFAB, je te remercie. Fabrice, allez, Jérémy m'a demandé un autre dossier très intéressant. Edenred, la magnifique Edenred. On va aller voir en mensuel déjà ce qu'elle nous raconte. Et Edenred, ça fait des années que ça monte. Alors, qu'est-ce qu'ils font Edenred? Tout simplement, s'en fiche, évidemment. XFAB, c'était pareil, hein, s'en fiche. Edenred, en gros, c'est ticket restaurant. Ticket restaurant, vous connaissez peut-être tous, hein, d'ailleurs. Et ils travaillent beaucoup avec le Brésil qui a adopté ce principe de paiement des gens. Pour pouvoir déjeuner, etc. Donc, à partir de ce moment-là, attention à Edenred et je dirais la santé plus ou moins bonne de l'économie brésilienne parce que Edenred travaille vraiment beaucoup chez eux. C'est un pourcentage assez élevé. Donc c'est vraiment une boîte qui se développe, hein, fondamentalement. J'ai vraiment aucun problème dessus, mais on est en train de voir et constater que ce début juillet est très très révélateur de ce qui risque de se passer dans le futur. Donc on verra bien, hein, ça va peut-être bouger un petit peu ici, ça peut retomber, etc. Mais je suis pas acheteur là. Voilà. J'ai tenté des choses en haut, mais ça n'a pas réussi, ça marchait pas, et c'était assez évident. Deuxième chose intéressante sur Edenred vient de rentrer au 4,40, ou va y rentrer dans peu de temps. Vu que je sais pas trop si c'est fait ou pas fait. De tradition, quand une valeur rentre au 4,40, généralement elle baisse. Donc je vous le dis quand même. Méfiez-vous, même si ça n'a pas de sens qu'elle baisse, mais elle a tendance à baisser. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs, comme si c'était une sorte de Graal, ça y est, j'ai touché le Graal, maintenant j'arrête. Donc il y a une sorte de respiration qui se fait sur le dossier. Faudra suivre dans les mois qui suivent quand même ce que fait Edenred, parce que c'est quand même vraiment intéressant, c'est vraiment une boîte qui sort les résultats. Donc je suis pas convaincu que, en tout cas pour l'instant, je suis pas convaincu que ce dossier-là baisse beaucoup. Ce qui voudrait dire que s'il baissait pas, tu pourrais te retrouver en imaginant ça, hein, autour de 60 encore ici, sans invalider le scénario que je te fais voir, et tu serais en 2028. Voilà, c'est à vous de réfléchir à ce que vous voulez faire de votre argent. Voilà pour le mensuel. On va regarder vite fait en hebdomadaire s'il y a des petites choses sympas, et évidemment il y a des trucs sympas. Il y a un support qui sera peut-être travaillé ici autour de 55-56 dans les jours qui viennent, hein, parce que vu la vitesse que ça, t'as vu, hein, ça part vite, hein. Ça peut être intéressant, surtout que ça vient de loin, et il y a une oblique ici qui pourrait être retravaillée de manière assez sympathique, un peu plus bas. Donc j'ai envie de te dire, pour l'instant, je vais être positif sur le dossier. On est positif quand on est au-dessus de tout ça. Et puis là, on a bien compris que ça quand même, ça peut pas monter au ciel comme ça. Donc pour l'instant, on va être négatif sur ça. Voilà, mais j'aime bien le dossier. Edenred, vraiment une fintech vraiment super intéressante. Parfois, on veut chercher à aller loin, ce qu'on en a tout près de chez soi. Edenred, c'est magnifique. Voilà, mais là, pour l'instant, attention. Surtout si ça valide demain soir, vendredi soir, si ça valide autour de ce prix-là, avec une bougie pareille. Méfiez-vous quand même. Enfin, moi, je dis méfiez-vous parce que j'ai pas le droit de dire de conseils, mais je pense que ma phrase veut dire ce qu'elle veut dire. Merci Jérémy. Hervé m'a demandé un dossier. C'est très marrant qu'il m'ait parlé d'MGI Digital. Je sais quelles émissions tu regardes le week-end, Hervé. D'ailleurs, t'as raison, c'est une bonne émission. Mais là, je suis pas trop d'accord avec ce qui se raconte. MGI Digital. Alors, qui est MGI Digital? C'est une formidable boîte qui fait de l'impression 3D. Donc voilà, c'est dans le move, c'est super, c'est génial, top, ça monte, vous voyez, hein, mensuellement, ça fait des années que ça monte, etc. Puis là, ça vient de baisser. Ça a tendance à baisser beaucoup d'ailleurs, je trouve. Mais bon, voilà. Admettons, c'est un super dossier, et je suis assez d'accord. Ça fait, je sais plus combien d'années je fais de bourse, et ça fait le même nombre d'années que j'entends que MGI Digital va être acheté par Konica.
J'attends toujours. Donc quand vous entendez des mecs dire ça va être acheté, alors la statistique dira il faut Richard que tu dises que ce sera pas racheté parce que de toute façon ça fait des années que j'entends que ça va être racheté et ça va pas l'être, donc j'ai de grandes chances d'avoir raison. Mais vous voulez autre chose, vous voulez savoir si vraiment ça va être vraiment le bon moment. Je dirais que en termes de valorisation, quand tu vaux 25 euros et que tu en valais 60, c'est vrai que faire une OPA, tu proposes 35, tout le monde est content, tout le monde te vend, etc. Et c'est quand même, ce serait intelligent de le faire là. Voilà. Parce que je pense que sincèrement, le dossier étant bon, passer en dessous ce support de 22, ça me paraît quand même très surprenant. Donc je dirais tactiquement, ce serait pas bête de voir Konica acheter MGI Digital. Mais la statistique dit, c'est des rumeurs qui n'aboutissent jamais. Bon, on verra bien ce qui va se passer dans le futur. Ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même aujourd'hui une oblique ici qui a été respectée quand même de manière assez récurrente, et il y a sa petite copine qui est ici et qui est aussi assez intéressante. Je te le dis quand même, quand tu as grandi ici, on est peut-être en train de taper dans une résistance qui nous renverrait en bas. Donc fais attention par rapport à ça. D'accord ? On va regarder en hebdomadaire ce qui se passe sur MGI Digital. Et j'ai entendu dire ce week-end, j'imagine la même émission que toi Hervé, qu'il y avait un volume de fou qui était en train de se mettre en place sur MGX à préparer une OPA. Ouais. C'est pas bof, hein. C'est même bofitude, quoi. Donc c'est pas vrai, quoi. Enfin, je suis pas sûr, j'en suis pas convaincu. Si j'ai tort, j'ai tort, hein, mais voilà. Moi, je te dirais, fais attention quand même, quoi. En plus de cette oblique ici, là, que je t'ai fait voir, tu aurais cette oblique ici qui te gêne. Donc tu as beaucoup de rouge dans le graphique, donc fais attention. Mais si ça cassait, que ça venait passer au-dessus là, ça pourrait être très intéressant pour trader. Et puis si l'OPA tombe pendant le moment que tu es dans ton trade, et puis que ça fait 20, 30, 40% de plus, tu auras gagné, tu seras content. Ça m'arrive aussi d'être dans des OPA, mais je chasse pas les OPA, faut surtout pas le faire. Voilà, je te signale juste comme ça qu'on avait respecté deux obliques qui me paraissent intéressantes ici, et quand elles se sont croisées, c'était le moment où il fallait y aller, mais moi personnellement je l'avais pas vu du tout. Voilà, MG Digital, donc pas spécialement négatif, mais pas spécialement positif non plus. En tout cas, jouez pas les histoires d'OPA, jouez pas ça, vous allez perdre votre temps. Jouez les fondamentaux et jouez graphiquement ce qui peut ressortir assez propre d'un graphique. Voilà, j'ai imaginé que tu pensais ça, Hervé. Je sais pas si c'était le cas, mais en tout cas, c'est ce qui se passe actuellement sur MGI Digital. MGI Digital graphique, d'ailleurs. On va aller se promener chez les Néerlandais avec la société Relix. Je sais pas comment on dit, RELX, que Smine m'a proposé, Smine, le régional de l'étape. Et donc nous avons un dossier néerlandais qui est assez magnifique, on peut pas dire le contraire, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'il monte puisqu'il est passé de 6 à 29. Donc des investisseurs qui ont acheté dans cet endroit-là, sont plutôt contents, quoi. Voilà, donc voilà pour Relix. Je sais pas si ça se dit comme ça, ou Relex. En tout cas, actuellement, qu'est-ce qui se passe? On est en train de taper un peu dans de la résistance oblique qui me paraît assez pertinente. Ça a l'air de réagir comme il faut par rapport à ça. On va aller voir en hebdomadaire s'il y a des choses intéressantes à regarder au niveau graphique. Et effectivement, on est en train de taquiner depuis plusieurs fois ce niveau-là de manière assez propre. Et comme tu sais très bien, ça vient baisser ce jeudi, donc c'est peut-être pas le moment. On est en juillet, faut faire gaffe. Mais tant qu'on est au-dessus de cette oblique, moi j'ai envie de te dire, rien à signaler sur le dossier. Soit ça sort par le haut, là c'est très pratique. Alors si ça sort par le bas, c'est rouge. Si ça sort par le haut, c'est vert. Et j'ai envie de te dire, c'est le fondamental qui va nous aider. Je vais aller voir ça tout de suite pour te donner un avis. Alors, je me rends compte qu'elle elle est basée à Londres, elle est cotée à Londres. Faites attention, moi je l'ai regardée sur Amsterdam parce que pour moi elle était néerlandaise, mais elle est basée sur Londres, mais avec des activités internationales. Ça gagne vachement d'argent, ça gagne beaucoup de sous-sous. Donc c'est très intéressant. Maintenant graphiquement, je dirais que c'est pas le moment de rentrer. Parce que ça fait longtemps que ça en gagne, donc c'est pas pour ça que on va revenir en mensuel. Ouais, il faudrait que ça revienne ici, ou voir le grand bonheur, ce serait là, hein, suite à un crack, parce que ça c'est le crack du Covid ici. Donc voilà, moi je trouve que la zone ici serait intéressante. Moi je suis
personnellement, moi, je serais pas preneur. Bon, en tout cas, superbe entreprise, ça se développe pas très vite non plus, hein, faut dire ce qu'il est. Mais voilà, ça peut être un truc intéressant en fond de portefeuille. Mais il faut choisir son moment sur des dossiers comme ça. Il faut choisir son moment. Il faut savoir ne pas acheter des dossiers parce que on vous a dit qu'ils étaient super beaux. Et je vous le dis, il est très beau. C'est pas le moment en termes de prix. Voilà. Donc je maintiens ce que je t'ai mis. Allez, je vais te mettre un petit bonhomme supplémentaire vert ici, qui pourrait être sympa. En tout cas, si tu voulais rentrer, voir investir dessus. Merci Smile, hein, tu me sors toujours des dossiers assez canons. Celui-là, il est pas mal, mais fais gaffe quand même. Nicolas nous a parlé de Iberdrola, une valeur espagnole magnifique, et qu'on va étudier maintenant. Alors, Iberdrola, ça monte, hein, qu'on m'envoie depuis longtemps. Et on est actuellement dans une phase un petit peu difficile, on va dire. Difficile, il faut pas exagérer non plus, puisque le 11 €, le 11-12 là, est un peu gênant. Mais j'ai repéré, je trouve intéressant, ce couloir ici, où tu as une oblique ici. Donc on est en mensuel, hein, qui a été parfaitement respecté il y a un certain temps, et qui, voilà, ça gêne hein, aux entournures ici. Donc fais attention à Iberdrola sur le niveau où on est, surtout qu'en hebdomadaire, on va voir que ça peut être gênant. J'ai découvert qu'il y avait une oblique ici, à l'intérieur de ce qu'on vient de se dire, qui était intéressante. Elle a des contacts un peu partout, là, tu vois, ici. Là, c'est un peu plus gloubi-boulga, mais ça reprend du sens ici. Ça. Et d'un autre côté, si tu regardes bien, on a ici une oblique qui est très bien respectée. Et ça sent, si ça décroche au niveau des marchés européens, comme c'est en train de le faire sur jeudi, ça passe en dessous. Méfie-toi. Alors, Iberdrola, c'est quoi? C'est le plus gros, je crois que c'est le plus gros producteur mondial d'électricité verte, en tout cas en éolienne. Donc voilà, moi les éoliennes, je suis pas fan. Je suis pas fan pour des raisons, beaucoup de raisons. Enfin bon, bref, ça reste une boîte qui travaille beaucoup en Espagne. Je crois qu'il y a du Brésil, il y a des États-Unis. Bon, c'est costaud, c'est pas mal, mais je vois pas pourquoi ça irait plus haut. Alors je vois bien que tout le monde aime bien, tout le monde adore. Je la trouve chère. Voilà, donc si vous écoutez les analystes, ils vous disent ouais c'est super, ça va monter. Faut toujours écouter les analystes, hein. En tout cas moi j'irai pas sur ce dossier là, c'est certain, mais je te souhaite, si t'es dedans, je te souhaite d'aller plus haut évidemment, et 14 vers 14 ce serait super. Maintenant, j'en suis pas convaincu. Ça peut aussi retomber un peu plus bas. Donc, j'ai envie de te dire, allez, on se met une alerte ici en dessous, on s'en met une au-dessus ici. Mais pour l'instant, on reste en trading court terme et surtout, on n'est pas investisseur par là. C'est mon avis. Ça n'engage que moi. Je rappelle que tout ce que je vous dis n'est que mon avis. Je ne vous incite à rien, ni acheter ou vendre. Je vous donne juste mon avis fondamental et technique sur les dossiers que vous me donnez. Allez, on va retourner un peu plus près de chez nous avec, quoique plus près, c'est pas sûr, avec une valeur que Stéphane m'a proposée. Ça, c'est super intéressant, c'est Visiomed. Allez, c'est parti. Dossier super intéressant parce que, voilà, c'est une ancienne. Il y a peu de temps, je l'ai retirée de l'indice des MDR, les merdes de Ricardo. Et pour la bonne raison, c'est que ça chutait depuis très longtemps, puisque il y a des investisseurs à 150 €, elle est tombée quand même à... on remonte, elle est tombée au plus bas historique à 0, enfin même pas 10 centimes. Mais depuis, il se passe un mouvement assez intéressant sur Visiomed, qui fait que c'est très très rare, hein, je vous le dis quand même, c'est extrêmement rare, ne vous faites pas berner. Ce que je vous fais voir lentement là, ça c'est habituellement la continuité de la baisse et ça continuera. Donc aujourd'hui Visiomed, il y a une perspective intéressante sur Visiomed qui sincèrement j'avais pas vu. J'avoue que j'avais pas vu. Je reste quand même frileux sur le dossier, mais il faut admettre que c'est plus vraiment un dossier sur lequel on peut dire que c'est vraiment une daube. C'est plus vraiment le cas. Allez, on va regarder en hebdomadaire. J'ai vu qu'il y avait des petites choses au niveau graphique. On a une superbe oblique là qui est respectée 3 fois à peu près ici. On a une oblique un peu plus puissante ici à court terme qui est intéressante. Et on a, si c'est respecté, une sorte de couloir qui a été débordé. Voilà, qui fait que... Donc attention, t'es quand même sur des zones où ça frotte.
On verra bien. Je vais te faire vite fait. Je vais te mettre des petits bonhommes rouges ici, ici, ici. Faut faire très attention. Et puis tu fais. Je dirais que on peut être acheteur par là. Et là, je dirais que là aussi, on peut l'être. Par contre, si tu vois ça partir en dessous là, fais très très attention. C'est pas mieux en Visiomed. C'était une boîte qui avait pas d'histoire. Il y a eu un changement de gouvernance, il y a eu un changement de business model. Ça a l'air de travailler des histoires de vaccins, enfin pas de vaccins, de tests sur notamment des tests pour les étrangers qui arrivent sur Dubaï, etc. Bon, ok, super, l'histoire a l'air sympa. Pour l'instant, ils sortent pas un copec de bénéfices, mais apparemment ce serait rentable. Donc on va voir si c'est une phase de transition où ils ont un peu nettoyé les comptes. Mais pour l'instant, je dirais, observons, on aura largement le temps de voir si Visiomed propose un vrai business model qui nous intéresse sur le dossier. Mais tu peux l'avoir dans ta watchlist, effectivement, ça peut être intéressant de regarder dans le temps. En tout cas, moi je la regarde un petit peu, mais de loin, c'est pas une priorité pour moi encore aujourd'hui. Voilà pour Visiomed. Merci, parce que franchement, c'est très très rare qu'une daube ait un virage peut-être intéressant. Et je dis bien pour l'instant, ça reste peut-être. Donc méfions-nous. Surtout qu'il y a des gens qui en parlent de manière assez amoureuse. Donc méfiez-vous des gens amoureux s'ils n'ont pas un intérêt à le faire, un intérêt peut-être financier. Voilà. Évidemment qui est caché. Pierre, tu m'as parlé de hydrogène refouling et on va aller voir ce dossier-là tout de suite. Et il se trouve qu'on avait déjà parlé du dossier et je crois que j'avais été... Alors j'avais pas mis de petit bonhomme, mais bon, je pense que là, ici, c'était évident, c'était assez négatif. On va aller voir le mensuel rapidement. Ouais, il y a eu un rebond très violent, donc ça a été invalidé. Voilà. Donc, intéressant, vous me parlez d'éoliennes, vous me parlez d'hydrogène, vous me parlez d'énergie, pas mal. Bon, l'hydrogène, j'ai déjà fait un laïus là-dessus, mais j'en parle régulièrement comme étant pas du tout fan du secteur de l'hydrogène de manière fondamentale. Je suis pas convaincu que ce soit le sujet d'avenir. En tout cas, pas de manière utilisée par tout le monde, quoi. Ce sera industriel. Je dirais que pour l'instant, hydrogène refueling, c'est quand même en France. S'il y a un dossier qu'il faut regarder dans le domaine, c'est celui-là. Donc, vous voyez, faut être relatif. En tout cas, pas des McPhee ou je ne sais trop quoi, qui sont en perte continuelle ou des Life, etc. C'est toujours intéressant de les regarder, mais voilà, l'hydrogène aujourd'hui, la bourse s'en fout complètement, ça l'intéresse pas. Ça changera peut-être un jour, mais il va falloir que l'hydrogène prouve l'intérêt l'intérêt technique qui existe. Si c'est vraiment intéressant d'en avoir. Je vous le dis quand même, l'hydrogène, c'est quand même, en termes de restitution électrique, il y a une déperdition énorme qui fait que le coût du kilowatt est très très important. Donc ce sera vraiment pour des cas très particuliers. On pense à l'aviation, etc. Mais enfin bon, l'hydrogène dans un avion, je vous laisse voir. S'il y a une petite étincelle, je vous laisse voir ce que ça fait. C'est adios. Donc bon, c'est quand même un produit dangereux. Je suis pas convaincu que ce soit... il y aura des solutions beaucoup moins dangereuses et des solutions beaucoup moins coûteuses que l'hydrogène. Pour moi, il y a beaucoup de freins à l'hydrogène. Voilà. Donc je te mets quand même, pour le trading, je dirais que si t'as acheté et que t'es dans le vibe, là, super, génial. Mais fais attention quand même. Donc tant que t'es au-dessus de l'oblique, là, c'est très sympa. Mais sinon, je serais toi, je ferais attention si tu repassais en dessous. Ici, encore pire. Et puis, si ça monte, tu fais attention à ce niveau-là. Voilà pour hydrogène refouling, si tu veux bien, si tu es d'accord avec moi. Pour l'instant, je dirais court-termistement, ça peut continuer à monter un petit peu. Ça monte en crabe, fais attention, ça t'est violent ici. Et ici, ça remonte sans volume. Voilà, regarde-toi. Ici, c'est très fort. Ça continue, et après, c'est un rebond, mais qui est pas très punchy. Donc, fais attention. Mais c'est vrai que à choisir, c'est une de celles que j'aime bien aujourd'hui. Dans l'hydrogène, mais je n'ai aucun investissement personnel sur ce secteur d'activité-là, et à mon avis, ça va durer encore un petit bout de temps. Merci Pierre. Didier m'a parlé de Novabase, qui se situe à Lisbonne. Donc ça aussi, c'est éligible au PEA. Tout ce qu'on a dit est éligible au PEA, et Novabase, je connaissais pas du tout, mais ça m'a l'air d'être assez sympathique. Allez, on va voir ça. Donc, ça a baissé assez fortement, et puis c'est en train de se reprendre. Ça bute dans je dirais dans des
à des niveaux tout à fait normaux, hein. Le niveau de 5 était assez compliqué, et on a grandi, on est peut-être dans un biseau haussier comme ça, et on serait sur des points d'entrée assez intéressants concernant Novabase. On va aller voir vite fait sur en hebdomadaire ce qu'il y a, et effectivement ça se confirme. Novabase donc est haussier depuis quelques semaines, quelques mois même, et ça c'est intéressant, et on est sur les points qui me paraissent intéressants à travailler pour Novabase. Tu feras attention quand même, je t'agrandis un peu ici, tu feras attention à ce niveau-là que j'ai repéré, qui peut gêner. Alors si ça bute et que ça repart, fais attention que ça casse pas ici, voilà. Et si ça repart, tu as un autre niveau ici à 5 euros, et un niveau ici à 5,45. Donc voilà, plus 10, plus 20, ça peut être des trades très sympas. Au niveau investissement, je vais la regarder vite fait, je vais revoir vite fait les fondamentaux, pour te dire ce que j'en pense. C'est peut-être la fin. C'est peut-être la fin du mouvement haussier que tu vois là, c'est peut-être la fin. En tout cas, il faudrait qu'il y ait news pour redynamiser la valeur, pour que ça reparte. Parce que pour l'instant, je trouve que le gros est fait. Le gros est fait, donc tu fais très attention à ce dossier-là. Je serais personnellement pas intéressé. Entre nous, voilà, c'est sympa de m'avoir donné un dossier lisboète, parce que c'est à Lisbonne. D'ailleurs, je fais une parenthèse, elle est cotée en Allemagne. Il faut pas prendre allemande, elle est beaucoup moins liquide en Allemagne que c'est une double cotation allemande et donc portugaise, mais elle cote, elle est mieux suivie au Portugal que en Allemagne, donc vaut mieux privilégier le Portugal. Et puis en plus c'est Euronext, je crois qu'au niveau des frais, c'est un peu moins cher que l'Allemagne si vous faites attention un peu à vos frais. Voilà, donc moi fondamentalement je suis bof. Ça peut rester longtemps là si ça fait des bons chiffres, mais pour casser cette résistance, il va falloir qu'il y ait du peps, il va falloir de la news, et je n'en vois pas pour l'instant. Donc voilà, désolé, je te souhaite un bon trade si t'es dedans, et n'hésite pas à me redonner des valeurs, c'est bien vous qui me donnez vos valeurs, et c'est bien vous qui faites que cette émission continue, et je vous remercie. Nous sommes au 15e épisode, et je crois qu'on a plus de 200 valeurs dans la biblio. Ça commence à ressembler à un truc sympa. Merci Didier, on va enchaîner avec Jean-Baptiste qui m'a demandé Deutsche Post. On va continuer sur l'Allemagne avec un dossier qui n'est pas du tout ressemblable à notre poste française. Alors, donc il y a des HL dedans, notamment dans cette valeur-là, donc c'est quand même une valeur qui est très intéressante. Elle monte de manière assez régulière. Alors c'est une grosse mémère, faut pas non plus lui demander ce qu'elle n'est pas capable de faire, mais c'est un beau dossier. Alors, on va voir en mensuel d'abord. Hop, ch'touk, voilà. Donc moi j'ai repéré cet oblique ici qui a été débordé, mais ça c'est délire de 2021. Donc on est un peu plus raisonnable maintenant, et on est revenu sur ce niveau-là de telle manière à ce que ce soit voilà, on est revenu dans le couloir classique de la valorisation de Deutsche Post. D'ailleurs, je vois un truc tout de suite, je vous le duplique ici. C'est pas très propre, mais allez, je vous le mets quand même. Voilà, c'est peut-être un couloir haussier qui est pas propre, qu'on soit d'accord, il est pas très joli, mais il peut être efficace. Si ça redescendait ici, ça pourrait être intéressant de regarder comment ça bouge pour un point d'entrée intéressant, un peu moins cher. Ensuite, on va regarder en hebdomadaire ce qui se passe. En hebdomadaire, c'est assez simple et assez clair. Tu as un biseau ascendant qui monte pas très vite, etc. Généralement, ça casse par le bas. Tu feras attention si ça monte quand même ici, tu feras attention à ce que je t'ai dit concernant cette petite résistance potentielle. Et puis ma foi, si tu revenais ici, ce serait des niveaux de prix intéressants. Voilà pour Deutsche Post. Bon, je vais regarder les fondamentales. Bon, comme ça, je suis pas fan, mais on va quand même vérifier s'il n'y a pas des choses intéressantes à faire avec ce dossier-là. Fondamentalement, il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien. C'est pas... Ça gagne bien sa vie, c'est une belle entreprise, on va pas renier le truc, mais est-ce que tu vas gagner? Non. Enfin, oui, peut-être, mais moi je dis non, dans le sens où pour monter, il faut qu'il y ait du gaz, et je vois pas le gaz. Voilà, donc ça gigotera. Il y a beaucoup mieux à faire dans d'autres dossiers. Voilà. Donc désolé Jean-Baptiste, sur ce dossier-là, c'est une belle entreprise. Faut bien distinguer la notion, d'ailleurs je reprends en vidéo, faut bien distinguer la notion de belle entreprise et d'une entreprise qui peut monter en bourse.
Vous pouvez parfaitement avoir une très belle boîte qui ne montera pas pour des raisons diverses et variées, qui sont des raisons fondamentales, et qui font qu'aujourd'hui, des fois je vous dis non, enfin des fois je vérifie pas tout ce que je dis, mais des fois je vous dis ah j'aime pas, vous avez l'impression que la boîte est nulle. Non non, c'est pas qu'elle est nulle, c'est que j'aime pas par rapport à la bourse. Ça peut être une très belle entreprise, je peux même être acheteur de leurs produits. Il y a plein de boîtes chez qui je vais en tant que client, mais que je n'achèterai pas en bourse. Donc il faut distinguer, on est en bourse, on n'est pas en train de faire nos courses au supermarché. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'analyse fondamentale, c'est-à-dire qu'on a un avis vraiment sur les comptes de l'entreprise, sur comment les projets qu'elle a, etc. Et qui font que des fois, ouais, c'est une belle entreprise, mais j'irai jamais, quoi. Voilà. Donc ça, c'est c'est tout à fait le type de valeur qui correspond à ça. C'est une belle entreprise, mais j'ai pas l'intention d'y aller. En tout cas, j'ai pas le sentiment que j'irai me frotter à cette valeur-là. En trading, j'ai d'autres choses beaucoup plus intéressantes à voir sur les marchés. Je vous fais une parenthèse d'ailleurs sur le fait qu'il y a beaucoup de valeurs que je vous dis que j'aime pas, parce que tout simplement, moi j'ai recentré ma stratégie des poupées russes. Toujours là mes poupées russes fabriquées par des femmes russes et peintes avec des pinceaux à la main. Et la stratégie des poupées russes, c'est vraiment d'aller chercher le top du top de ce qui existe en Europe, puisque moi je travaille sur l'Europe, de telle manière à pouvoir avoir des dossiers qui montent longtemps, beaucoup et longtemps. Donc beaucoup et longtemps, ça implique qu'il y ait beaucoup de choses derrière ça qui font que... Et il y a peu d'élus. Donc si vous avez une restriction très forte de votre quantité de valeur, vous aurez à surveiller les valeurs et vous traderez les valeurs qui vous permettront de peut-être un jour vous retrouver dans une valeur qui montera tout le temps et qui s'appellera un truc qui ressemble à un téléphone portable et qui s'appelle Apple. Mais je cite toujours Apple, mais il y en a tellement d'autres. Faut savoir qu'il y a des valeurs en Europe aujourd'hui qui montent plus que les valeurs américaines. Mais là je parlais des investisseurs. Un investisseur aujourd'hui sur les États-Unis, c'est pas la meilleure zone pour le faire. C'est vraiment l'Europe et certains pays d'Europe, je pense surtout à l'Allemagne et à la Scandinavie, un peu plus que la France. Voilà. En ce qui concerne les valeurs, voilà, j'en ai terminé. Je vous répète quand même que si vous me donnez pas de valeur, bah, ça s'arrêtera, évidemment. Mais vous avez l'air de toujours été en train de trouver des nouvelles valeurs, donc j'apprécie beaucoup. Et n'hésitez pas à m'en rajouter pour la prochaine vidéo. J'ai du mal à finir ma vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à me redonner de nouveaux noms, consultez la biblio pour vérifier si j'en ai pas déjà parlé il y a peu de temps. Et comme ça permettra d'enrichir la base de nouvelles valeurs pour la prochaine édition. Voilà, on enchaîne avec la pédago où j'ai une question très intéressante sur laquelle je voulais répondre à la personne qui m'a posé cette question. Allez, c'est parti pour la pédago. Allez. Et maintenant, c'est la pédagogie la pédago de Ricardo, et donc on va parler aujourd'hui de ce que Jean m'a demandé, qui était intéressant de souligner, parce que je comprends ce qu'il veut dire à travers ça. Jean, il doit pas trop regarder les sites internet, etc. Et il a besoin d'être aidé sur le sujet qui est le suivant. Je vais le lire avec vous. Hein. Aurais-tu un conseil de site fiable en dehors des résultats que l'on trouve sur les sites de l'entreprise pour comparer l'entreprise dans son secteur? Donc en gros, ce que Jean me demande, c'est j'en ai marre. Il a raison d'en avoir marre, parce que moi je ne fais pas du tout comme il fait. J'en ai marre d'aller voir ce que les entreprises donnent comme résultat dans chacun de leurs sites, parce que si tu as 100 valeurs à surveiller, il y a 100 sites à aller voir. Et puis c'est pas toujours très bien présenté. Je trouve qu'au niveau des sites et de la partie investisseurs, on voit bien que c'est des financiers, c'est pas des informaticiens. Ok, donc l'idée c'est de centraliser un peu les informations et puis apparemment effectivement de comparer à secteur égal effectivement des sociétés de telle manière à pouvoir être plus rapide. Hein, c'est effectivement il y a qu'un site que je vais te citer parce que j'en vois pas d'autres et tous ceux qui connaissent un peu la bourse savent très bien lequel je vais donner. C'est Zone Bourse. Zone Bourse, c'est une société qui est basée à Annecy, c'est des Français, avec Franck Morel qui est son dirigeant, et qui est le créateur, hein, je crois, de mémoire, et qui est assez abordable d'ailleurs, Franck Morel. Moi, c'est un monsieur avec qui j'ai discuté 2-3 fois dans des salons, je crois pas qu'il me connaisse. Moi, je connais mieux lui que lui ne me connaisse, mais ce qui est intéressant chez Zone Bourse, c'est qu'on a tout.
On a strictement tout. Alors effectivement, alors il y a une partie non payante, mais très rapidement t'es coupé. Hein. T'as un délai et puis t'es vite coupé. Donc t'as peu d'informations si tu veux pas payer. Donc il faut prendre un abonnement. Alors attention, hein, moi j'ai strictement aucune relation commerciale avec eux, contrairement à certains qui fait que voilà, Zone Bourse pour moi c'est le site qui correspond à ce que tu recherches. La problématique, et c'est pour ça que dans ma formation, les élèves, vous pourrez vous le dire, mais je passe énormément de temps à leur expliquer comment il fonctionne, comment l'utiliser, comment l'exploiter, parce qu'à vrai dire, la source d'information est effectivement exceptionnelle, mais à toute source d'information exceptionnelle, mais comment on fait pour gérer toutes ces informations? Donc ça, c'est dans un cadre beaucoup plus structurel et beaucoup plus structurant. Vous allez me dire, bah oui, mais il y en a d'autres. Oui, vous pouvez toujours me dire qu'il y a autre chose, mais ils sont tous, comment vous dire? Ils ont tous quelque chose de bien, mais ils n'ont pas tout de bien. Ils ont toujours un bout qui manque. Donc il en faut plusieurs. Donc vous cliquez, vous ouvrez plein de choses partout. Aujourd'hui, tous les gens qui travaillent sur les marchés financiers, je dirais tous les gens plus ou moins habitués, travaillent avec Zone Bourse. C'est vraiment le site le plus intéressant aujourd'hui dans la francophonie. Donc voilà, je suis pas là pour faire une page de pub à Zone Bourse, même si ça ressemble vraiment à ça. Mais tu as ça. Tu auras tous les chiffres du passé, les potentialités futures de ce qu'ils proposent. Tu auras tous les ratios économiques. Visiblement, ça n'a pas l'air de te gêner au niveau de la compréhension des chiffres. Donc si tu connais bien si t'es comme moi issu de la finance, bah voilà, tu trouveras tout ce qui est intéressant là-dessus. Ce qui n'augure pas entre nous une bonne entreprise, je le dis souvent, une belle entreprise, une bonne entreprise, ça augure pas spécialement qu'elle va monter en bourse. Donc il y a bien cette connexion entre ce que la bourse va faire et le fait que c'est une belle entreprise, qui parfois est très décontenançant pour les gens qui font ce qu'on appelle du fondamental, mais qui n'ont pas connecté leur connaissance financière, qui est parfois, moi j'ai des élèves qui ont une compétence assez pointue sur le sujet financier, mais qui n'arrivent pas à faire cette connexion avec le monde de la bourse, parce que il leur manque quelque chose. Alors vous allez me dire, ouais, c'est l'analyse technique. Ouais, non, c'est pas que l'analyse technique, c'est qu'à un moment donné, il y a des super dossiers qui vont pas bouger pendant très longtemps. Et ça c'est vraiment gênant. Et voir le moment où ça va partir, ça c'est difficile, c'est beaucoup plus, enfin c'est pas que c'est difficile, c'est que il y a des éléments qui nous le donnent. Enfin moi j'ai trouvé ma petite martingale, enfin c'est pas une petite, elle marche, hein. Et je dirais que par rapport à ça, c'est la grande difficulté de tous ceux qui ont des compétences financières, c'est qu'ils aiment bien des entreprises et finalement leur portefeuille ne monte pas. Et donc la notion d'investisseur, j'achète que des belles entreprises, bon c'est très sympathique, mais et c'est bien, enfin déjà mieux que d'acheter des saloperies, hein, qu'on soit d'accord. Mais c'est pas pour ça que vous gagnez, la frustration, la notion d'échelle de temps, la dangerosité, etc. Enfin bref, tout ce qui peut faire qu'aujourd'hui un investisseur, on va dire particulier, plus ou moins argenté, n'arrive pas à faire évoluer son portefeuille et a tendance à être soumis à ses émotions quand il y a des mouvements de marché, c'est quelque chose qui s'apprend, qui est pas vraiment de l'analyse technique, qui est pas de l'analyse fondamentale, mais qui est plutôt du comportemental, on va dire même de la psychologie, et aussi de la gestion de portefeuille. Ça, c'est des choses qui sont très peu enseignées, qui sont très peu appris par l'ensemble des influenceurs, etc. Simplement, ils ont intérêt à ce que vous soyez que dans le graphique, dans les coloriages. Et oui, j'appelle ça des coloriages. J'en fais du coloriage. Mes enfants aussi, ils sont très jolis leurs dessins. Mais aujourd'hui, voilà quoi, il n'y a pas que ça. C'est une partie intégrante du processus d'apprentissage de la bourse, mais ce n'est pas la globalité la plus importante. Et tous les gens, les professionnels, les grands noms, ne vous parlent pas de moyenne mobile, de bougies rouges, de bougies vertes. Ils vous parlent de processus, etc., qui leur permet d'investir dans les bonnes sociétés à des moments qui leur paraît intelligents, et c'est ce vers quoi je tends. Mais en tout cas, Jean, je te remercie pour m'avoir posé cette question-là. Ouais, donc Zone Bourse, tu trouveras toutes les informations que tu veux, et c'est vrai que je vais pas vous en vanter plus, parce que j'aurais pu vous en donner plusieurs, mais à vrai dire, non, c'est vraiment le meilleur, et il y a rien à dire sur le sujet. Tu as des abonnements chez eux mensuels, tu peux être un mois, tu travailles pendant un mois, et puis après tu le coupes, etc. Ça garde tes informations que tu as stockées. Et puis tu peux aussi te faire un abonnement annuel, où je te conseille d'attendre le Black Friday, c'est le moment où c'est le moins cher chez eux. Voilà, donc je vous souhaite... Alors oui, si, juste un détail, hop, j'ai oublié de te le dire, il y a 3 abonnements, c'est plutôt celui du milieu qui est intéressant pour le niveau qu'on est nous, tous les utilisateurs, je dirais, pro, semi-pro, petit pro, semi-pro, voire amateur.
c'est vraiment l'abonnement le plus intéressant. Et pour tous ceux qui sont choqués par l'idée de faire un abonnement, bah, sachez quand même qu'un bon ouvrier a un bon outil. Et en tout cas, l'outil en ce qui concerne de ce que tu m'as demandé, c'est vraiment Zone Bourse. Voilà. La semaine prochaine, on aura donc ce spécial pépites où je ferai que de l'analyse technique sur les pépites de l'indice PTDR, de telle manière à ce que vous ayez une situation. Je vais voir si je vous fais aussi une analyse fondamentale sur les choses, et on pourra ensuite regarder, on pourra voir si dans les mois qui suivent, si on a des opportunités sur ces dossiers-là, qui sont des pépites à trader de Ricardo, et en aucun cas des conseils d'investissement. C'est l'idée de les trader, c'est pas du tout l'idée d'investir, même si on peut rester investi dessus très longtemps. Le trading chez moi, c'est pas spécialement rester 2 jours dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de week-end, et je vous dis à bientôt pour le feu d'artifice du 14 juillet où vous aurez toutes les pépites étudiées. Voilà, à la prochaine. Je vous laisse des petites vidéos là pour vous regarder tout l'environnement que je vous propose. Allez, salut, bye.